son magnifique vin après à Bordeaux, était passionné d'automobile également. Donc Robert Benoît, jeune, a connu très vite les Bugatti, beaucoup de très belles voitures. Peut-être déjà, bien sûr. Enfin non, au début c'était pas de là, c'était plutôt Samsung. Au début. Enfin, à l'abbaye, il devait y avoir pas mal de très très belles voitures. Donc Benoît a grandi un petit peu dans cet esprit-là. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes à Saint-Benoît là. Ça faisait partie du tour de ce matin. L'abbaye, le cimetière, Hauts-Fargis et Saint-Benoît. On ne sait pas dans quelle maison il est né. La légende dit Saint-Benoît né à Saint-Benoît le jour de la Saint-Benoît. J'ai vérifié, c'était la veille. C'était pas tout à fait la Saint-Benoît. J'ai juste une petite question. Comment s'écrit Saint-Benoît? Parce que finalement, c'est écrit dans les deux orthographes. En français, si on met un S, on ne met pas d'accent circonflexe. Si on retire l'S, on met un accent circonflexe. Merci de dire. Patrick, si on parlait un peu des Delage de Robert Benoît. Delage déjà. Alors, Robert Benoît a commencé, est entré chez Delage comme pilote officiel, je ne sais plus l'année exacte, mais c'est dans les années, fin des années 20. Il faut savoir qu'en 22, Delage sort le premier V12 et que c'est une voiture exceptionnelle. Il faut savoir aussi qu'en 1924, au Grand Prix de Lyon, Enzo Ferrari, voyant ces voitures qui étaient assez extraordinaires, parce que non seulement elles étaient équipées d'un V12, mais la carrosserie était bouchonnée du début à la fin, donc avec des formes un peu approchantes de notre BNC, et bouchonnée du début à la fin et vernissée par-dessus, ce qui les rendait flashy, et à l'époque c'était impressionnant. Et les Alfa Romeo qui venaient, elles regardaient des V12 avec des voitures qu'on voyait terriblement, c'était très impressionnant. Et on se pose la question après de savoir si Enzo Ferrari ne se serait pas inspiré de ce V12. Le moteur Colombo a une architecture similaire aux 2 litres de l'âge. Donc, à la fin de cette histoire du 2 litres, qui ne sera pas extraordinaire, qui sera quand même le premier moteur qui dépassera les 100 chevaux au litre, Robert Benoît apparaît et apparaît officiellement dans l'équipe de l'âge, et il va courir avec de nombreux succès jusqu'à la saison 27. Et saison 27, Delage est sacré champion du monde des constructeurs avec un pilote, Robert Benoît, avec la même voiture, 5 grands prix dans l'année, tous remportés par Robert Benoît sur la même voiture. Delage sera sacré champion du monde, se retirera complètement de la compétition. Ensuite, 27, à la fin de la saison 27 extraordinaire, il y a 2 petites choses. On arrête le service course chez Delage, puisqu'on n'a plus rien à prouver. On est champion du monde, on dit on arrête. Et on va essayer, à partir de ce moment-là, de faire mieux qu'Hispano. Ça a toujours été le leitmotiv chez Louis Delage, c'était d'essayer de faire mieux que son petit voisin qui était à côté, qui s'appelle Hispano Suiza, et qui a fait certainement les plus beaux châssis qu'on puisse voir, les H6. Et Delage a toujours essayé de faire mieux. Et donc, à partir de 27, il décide de faire un 8 cylindres. Alors, je sors de Robert Benoît, mais j'y reviens. Il va essayer de sortir un 8 cylindres, qui sera magnifique. La D8 chez Delage est une belle voiture qui, à mon avis, est mieux qu'une Hispano. Malheureusement, elle sort en 29. Et en 29, il se passe quelque chose qui fera que ça sera un petit peu difficile par la suite à vendre. Et Delage va partir dans des errements, à faire des 8 cylindres avec des cylindrées moins fortes. Et, bon, enfin, ça ne va pas marcher en 35, il vendra. À Delage. Mais par contre, Robert Benoît, lui, il se retrouve sans travail, puisqu'on a arrêté le service course chez Delage. Donc, il va aller chez Bugatti, et en fait il va être directeur commercial de Bugatti, et il va être le directeur du garage du Banville dans le 17e arrondissement, où il va continuer à vendre des Delage, des Bugatti, des Talbot si je ne dis pas de bêtises, des Citroën aussi,
Et ce qui le rattache encore à Delage, alors il y a plusieurs petites choses. Delage, après avoir mené vie fastueuse, Louis Delage, après avoir mené vie fastueuse, on lui prête toutes les plus grandes chanteuses et danseuses de l'époque. En 1935, vend sa société, rencontre le père Brottier, et à partir de ce moment-là, il va essayer de faire basculer sa vie des plaisirs matériels vers les plaisirs spirituels, et il part comme pèlerin, alors à pied Paris-Chartres, à bicyclette Paris-Lisieux, et ensuite il fait un Paris-Lourdes, Paris à bicyclette à plus de 70 ans. Et c'est là que je reviens une nouvelle fois à Robert Benoît, c'est que en 1935, quand il fait son pèlerinage, non, c'est plus tard que ça, c'est en 1939, il fait son pèlerinage sur Paris-Chartres, et en passant à côté d'Auphargie, il y a une Simca 5 qui démarre à un moment, et qui passe à côté, mais qui dit c'est Louis Delage, et c'est Robert Benoît qui s'arrête, et qui lui propose de monter, de l'emmener. Et Louis Delage lui dit non, malheureusement je ne peux pas, je fais mon pèlerinage à pied, j'irai jusqu'à Chartres à pied, et il n'acceptera pas. Et ça, c'est une des rencontres avec Robert Benoît. Il y a plein d'écrits qui montrent des tas de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1935, Delage va à Delahaye. Il a les moteurs Delahaye. Il y a des voitures de course Delage qui marchent très bien, mais qui font 145 chevaux. Et Bugatti, avec son 57 double arbre, à 200 chevaux. Et Louis Delage rêve de refaire une voiture de sport française. Alors le châssis il sait faire, il sait bien faire, il estime que Bugatti fait moins bien sur ses châssis, et c'est vrai que quand on carrosse un 57 aujourd'hui, vous avez un châssis qui est plat au départ, qui monte et qui repart, c'est des lignes brisées, c'est vraiment avec des ressorts à l'arrière en demi-cantilever, c'est vraiment très compliqué à carrosser, alors que les Hispano, les Delage, ont des châssis relativement plats, qui sont très faciles à carrosser. Donc Louis Delage rêvait d'avoir un moteur de Bugatti 57 à compresseur et de refaire une belle voiture de sport française avec des idées certainement sur le châssis différentes de celles de Bugatti. Et il y a des échanges de courriers entre Louis Delage et Robert Benoît où Louis Delage demande à Robert Benoît d'intercéder auprès du patron pour qu'il accepte de lui vendre des moteurs. La guerre arrivera par là-dessus, et après la guerre, Louis Delage et Torre Bugatti vont mourir en 1947 tous les deux. Donc fin de l'histoire. Merci Patrick. Je remercie, j'ai oublié de remercier également madame qui est venue accompagner, enfin qui est venue se joindre donc à Patrick quand même. Voilà, donc toutes mes, voilà. Donc merci pour votre visite à Rambouillet. Merci pour toutes ces explications, merci pour les anecdotes. Merci à Bernard qui est venu avec le BNC de Paris. Sur plateau. Oh. Enfin, merci à tous, en tous les cas, merci pour ces belles explications. Merci à Denis Barrault qui a fait un travail incroyable sur notre forum des rendez-vous de la Reine au niveau de Robert Benoît. N'oubliez pas Robert Benoît, enfin, c'est vraiment un message qu'on vous donne. N'oubliez pas cet homme-là qui est important. Voilà, donc, merci Patrick. Merci à vous. Merci. Et la deuxième partie de sa vie complètement folle, c'est pendant la guerre, où c'est un grand résistant, où Robert Benoît est un grand résistant, et avec le réseau des pilotes et son réseau à lui, ils vont faire des choses extraordinaires, et malheureusement, il disparaîtra c'est le 6 septembre 1945. Voilà, c'est plutôt là la fin de l'histoire, mais la fin de l'histoire est extraordinaire. Il sera pris 2 fois par les Allemands, 2 fois il s'échappera, dont une fois sur la route avec une Bugatti Atalante, où il essayait de descendre au sud de la Loire, et malheureusement il croise un convoi allemand, et le chef du convoi l'arrête et lui dit « suivez-moi ».
c'était une prise de guerre, l'Atalante était pour lui. Et Robert Benoît suit la première voiture. Pendant un bon moment, ils avaient remis de l'essence dedans, et comme il avait de l'essence, voyant une petite route qui partait sur la droite, il tourne et il part, bon, poursuivi par toutes les motos et tout, mais ils n'ont jamais réussi à le reprendre, bien entendu. Et il s'échappera... deuxième fois au Banville en poussant les jambes. Il s'échappera dans Paris, avec autour, enfin, dans toute cette histoire, il y a aussi la secrétaire d'Ettore Bugatti, qui était aussi... Et il se fait prendre par les Allemands et réussit à s'échapper encore une fois, avec une histoire de porte qui s'ouvre. Qui pousse les deux. Voilà. Et malheureusement, la troisième fois, il se fera prendre et son histoire se terminera très malheureusement à Buchenwald en 1944. C'est quand même à la fin de la guerre, en septembre 1944. En septembre 1944. Oui, oui. On a perdu de...